Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Georges Kuzmanovic qui ne devrait pas tarder à arriver, président de République Souveraine. Michel Taube, bonjour. Bonjour. Fondateur du site d'information Opinion Internationale, également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne de débat politique est sur YouTube, c'est la chaîne Les Indécis. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. On va parler de ce chauffeur de bus tué à Bayonne, on l'a évoqué, on ne connaît pas le dossier, c'est toujours compliqué de juger, c'est pas l'avocat qui est là qui va me dire le contraire. Néanmoins, on a entendu sa famille et on peut quand même s'interroger sur la façon, on peut comprendre la douleur, les faits ont été requalifiés, il a été battu à mort et ça a été requalifié en tentative d'homicide involontaire, c'est ça, homicide involontaire, d'après ce que dit le juge d'instruction, les personnes en question n'avaient pas l'intention de le tuer. Mais vous savez, au bout d'un moment, on doit quand même savoir que lorsqu'on emploie un certain nombre de méthodes, qu'un homme est à terre, qu'on revient le tabasser, on sait qu'il y a toujours un risque, même lorsqu'un enfant est petit, on lui dit fais attention. Absolument. Parce qu'en tombant, on peut se faire très mal, voire on peut mourir. Et puis, Jérôme Perra, débranché, problème d'exemplarité chez les candidats dans tous les partis quasiment. Faudrait-il un casier vierge pour ceux qui décident de se présenter à une élection? On en reparle dans un instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alex, on va commencer avec vous. Alex Darmon, c'est un coup de cœur? Un coup de gueule. Un coup de gueule sur la fin des masques dans les transports en commun. Moi, je prends les transports en commun. Donc, j'avoue que ça me dépasse un petit peu de se dire ça y est, c'est fini. Comme s'il n'y avait plus de virus, que tout était terminé alors qu'il y a encore plus de cas tous les jours. On n'en parle pas parce qu'il y a une actualité plus douloureuse. Et effectivement, c'est l'Ukraine et c'est normal. Mais c'est pas pour ça que le virus, lui, est parti, n'est plus présent. Et donc, plus personne ne met de masque. Il n'y a plus aucune responsabilité. Voilà. Je sais que ça va énerver certains qui vont nous écouter et qui vont me dire c'est bon, on s'en fout, c'est terminé, chacun vit avec ou vit sans, c'est pas votre problème. Moi en tout cas je le porte et c'est vrai que quand je vois ce que font les pays voisins autour de nous, je dis qu'on a un peu quand même un peu foufou là en France à se dire on arrête de porter les masques et c'est comme si rien n'était, on est revenu en 2018 quoi. Ça me perturbe un petit peu. Je vais complètement dans le même sens d'Alex parce que et j'ai mon masque, vous pouvez le voir, j'ai mon masque dans ma poche et je le mets systématiquement. Pourquoi? Non pas par obsession de se couvrir, c'est simplement, je me dis logiquement, sans être scientifique, que le virus peut pas avoir juste disparu ça en 30 secondes ou par l'effet d'un décret. Le virus, il va s'en aller au fur et à mesure, et oui, c'est vrai qu'un jour, on retrouvera une vie complètement normale, mais dans l'immédiat, il doit quand même encore un peu traîner. Et d'expérience aussi, lorsque vous l'avez, même si vous ne l'avez pas dans la forme la plus grave, il semble bien que les effets secondaires du genre fatigue, etc., sont quand même très lourdes, donc il vaut mieux, pour moi, le masque est moins dramatique que d'être malade pendant plusieurs semaines, donc je continue à le mettre effectivement jusqu'à ce que tout s'apaise. Michel Taube. Moi je peux que saluer cette prise de position d'Alex Darmon. Je pense que c'est pas peut-être dans l'air du temps aujourd'hui de reparler du Covid, mais la muselière. Voilà, mais d'abord on peut craindre qu'il y ait de nouvelles vagues qui arrivent. Et puis surtout, moi la principale raison pour laquelle je suis aussi pour le masque et j'en ai un également avec moi. Moi, j'en ai même un FFP2 pour tout vous dire, et que je le mets dès qu'il y a du monde, dès que la principale raison est précisément la suivante. Je suis intimement convaincu que le Covid, les scientifiques ne le connaissent pas assez pour qu'on puisse dire quelle est la solution, le traitement, le vaccin qui sera efficace. Donc, prévention. La seule solution, c'est la prévention. Et la méthode la plus connue, c'est effectivement de porter un masque. Qui fait ça depuis des siècles, j'ai envie de dire. C'est les Asiatiques. Donc, bien sûr que c'est gênant. Bien sûr que mais bien sûr que c'est gênant, etc. Je ne dis pas qu'il faut le porter tout le temps, mais dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a des rassemblements importants, je veux dire, on aurait pu rouvrir les théâtres en pleine crise, etc. Si les autorités, plutôt que de les fermer, avaient dit portez juste un masque, ça aurait été des mesures de protection. Parce que je vois des auditeurs évidemment qui ne sont pas d'accord avec vous, qui disent portez-le et foutez-nous la paix. Oui, bien sûr. Moi, j'oblige. Je le fais d'ailleurs. Pour que les choses soient claires, moi j'oblige personne, moi je le porte. Mais bien sûr, mais ce qu'évoque Alex, c'est aussi une décision gouvernementale et politique. C'est-à-dire que si le masque est obligatoire, vous réduisez
éventuellement la diffusion de la Et puis vous savez, l'épidémie. j'ai le sentiment, en enlevant ça, qu'on dit que c'est la fin du virus, que tout revient comme avant, mais c'est pas le cas. C'est pas vrai, et deux, ça veut dire qu'on n'a retenu aucune leçon. En fait, porter le masque, c'est pas. Alors bien sûr, c'est contre le Covid, c'est pour lutter contre le Covid, mais c'est aussi peut-être une nouvelle habitude à prendre, parce qu'on a constaté que quand on portait le masque, il y avait moins de maladies quotidiennes, il y avait moins de gastro, c'était quelque chose de positif. Et moi, je te dis, dans les transports en commun, quand vous êtes dehors, vous allez au stade, que vous allez au jardin, que oui, bien évidemment, on va pas vivre avec un masque toute la vie, mais dans les transports en commun, là, on sait que c'est un vecteur, que c'est un lieu de vecteur de transmission très important. Et c'est là, en fait. Et c'est le lieu où il y a eu le moins de contrôle, c'est le lieu au plus fort de la crise. Il y a eu la force ne se résout pas à Paris, mais quand vous êtes parisien et que vous prenez les stations, les wagons bondés du métro, je peux vous dire qu'un petit masque, finalement, ça ne fait pas de mal. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Moi, je regrette de ne l'avoir pas fait plus tôt, comme je le fais au Japon, d'ailleurs, depuis de nombreuses années. Xavier, un auditeur, me dit, je suis chauffeur d'enfants handicapés, je me fais engueuler par les parents car j'oblige les enfants à porter le masque dans la voiture. Je pense que vous avez raison. Vous avez raison, Xavier, c'est oui. Et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Pardon, avec vous sur Sud Radio. Non. Avec vous sur Sud Radio, Georges Kuzmanovic. Bonjour Georges, président de République Souveraine. Vous avez été candidat à la présidentielle. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne politique de débat politique s'intitule Les Indécis et on la retrouve sur YouTube. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Faut-il geler les loyers? Le chauffeur de bus tué à Bayonne. Les faits ont été requalifiés en homicide involontaire. Et puis, y a-t-il un problème d'exemplarité chez les candidats qui se présentent aux législatives? Faut-il exiger un casier vierge? Un auditeur me dit, quand on doit être embauché dans un centre de loisirs, on nous demande un casier vierge. Pourquoi pas pour les politiques? On en parlera avec vous. On continue notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. On va continuer à parler du Covid avec vous, Michel Taube. Alors effectivement, encore une fois, ça va peut-être pas avec le printemps ou l'été et l'envie de vacances qu'on a peut-être tous, mais il y a quand même une décision importante qui est tombée ce matin. On va enfin avoir un vaccin français contre le Covid, puisque l'entreprise nantaise, en fait franco-autrichienne, enfin c'est l'entreprise française principalement, Valneva, a obtenu ce matin, après des mois et des mois et des mois de plaidoirie de négociation, l'autorisation de l'Agence européenne du médicament pour être commercialisé dans les prochaines semaines. L'avantage de ce vaccin aussi, c'est que ça n'est pas un vaccin à ARN messager. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un virus. Enfin, il utilise la technologie du virus inactivé, qui est une méthode plus traditionnelle, plus classique. Donc pour celles et ceux qui sont sceptiques sur l'ARN messager, ils vont pouvoir se dire, si l'épidémie reprend, espérons que non, dans les mois qui viennent, ils pourront prendre un vaccin français. Parce que contrairement à ce que nous a dit à de très nombreuses reprises Emmanuel Macron, notamment pendant la campagne, où il disait texto, on a un vaccin français, un vaccin européen, ce qui malheureusement est faux. On va enfin en avoir un. Donc je pense qu'il faut saluer cette PME française et rappeler que des multinationales françaises n'ont pas été capables d'en avoir un. Bon, vous en pensez quoi? Je suis vraiment d'accord. Le cocorico, c'est bien. Mais après, c'est quand même fou que ça soit 2 ans après. Et... Oui, mais alors là, si on se penche sur les raisons... non mais on va pas avoir des bonnes nouvelles. Non, je suis d'accord, mais le problème, c'est que je rappelle ce qui s'est passé, c'est que tout devait passer par la Commission européenne. Oui. Et toujours. Ah si, c'est pour ça que Valneo a s'interdit. Bien sûr que si. Mais si, c'est pour ça que les Anglais ont acheté ce vaccin en premier, les 60 premiers millions de doses. C'est eux qui les ont achetés immédiatement parce qu'ils n'avaient pas cette contrainte-là. C'était rappelé au pied. L'administration nationale participe également à oui, mais vous savez très bien que notre administration nationale ne sait pas quel est le contrat juridique passé avec Pfizer, par exemple. Ouais. Oui, mais c'est un exemple. Il y a l'aspect technologique et sanitaire. Et là-dessus, l'administration française et les interlocuteurs publics au niveau du cabinet du ministre de la Santé avaient un rôle clé à jouer. Et je ne parle même pas de l'exemple anglais et américain, où grosso modo, les administrations publiques américaines et anglaises ont dit
à des PME américaines et anglaises, on va dire combien vous avez besoin de milliards pour vous aider à aller plus vite pour avoir votre vaccin. Ça, en France, on n'a même pas fait ça. Juste un dernier point, mais pas tellement sur le vaccin, mais au-delà. Moi, ce que ça suscite comme remarque de ma part, c'est qu'au fond, l'intérêt pour tout ça, c'est de tirer expérience pour l'avenir. C'est-à-dire que sur un certain nombre de grands sujets, est-ce que nous sommes prêts, nous, France, nous sommes prêts à avoir, ou nous sommes en mesure d'avoir les moyens de lutter contre ce type de crise sanitaire ou d'autres crises que nous pourrions avoir, à la fois sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche, etc. On parle beaucoup de souveraineté. C'est là où il faut que collectivement et dans les mois ou dans les années à venir, que nous fassions porter notre réflexion. Est-ce que nous sommes en mesure d'assurer un minimum de souveraineté sur des sujets, des fondamentaux, alimentation et énergie. On voit bien avec la crise, le conflit ukraino-russe, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, notre défense et souveraineté en matière de santé. Ça, ce sont les grands sujets. Ce qui nous permettra d'ailleurs de prendre des options budgétaires par la suite, parce que parfois on fait les économies de bout de chandelle, ou en tout cas on dit on va économiser quelques milliards et puis on se rend compte quelques années après que ça nous coûte très cher. Voilà. Georges ? Entièrement d'accord, c'est ce qu'on a toujours proposé. Voilà. Il faut un pôle du médicament français, public, financé par l'État, garantissant la souveraineté sanitaire. C'est clair et net. On va enchaîner. Votre coup de gueule, Georges ? Mon coup de gueule, c'est également sur la Commission européenne, et en particulier Mme von der Leyen, qui fait un coup d'État institutionnel par glissement depuis le début de la guerre en Ukraine et s'arroge des prérogatives de chef d'État qu'elle n'a pas en vertu des traités européens. Et hier, elle a annoncé que dans un journal allemand, que l'Union européenne allait s'endetter avec des dizaines de milliards d'euros pour financer la guerre en Ukraine. Proposé. Oui, mais justement, elle s'arroge. Elle a proposé. Oui, elle a proposé. Des choses. Dans le même temps, non, c'est pas son rôle. C'est le Conseil. Ce serait plutôt le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire des chefs d'État, parce qu'elle n'a pas des prérogatives de chef d'État. Et Madame von der Leyen s'engage très fortement et pousse fortement à ce que l'Union européenne et les États européens s'impliquent plus militairement en Ukraine, ce qui est entre nous une drôle du nez et assez saugrenu. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines, c'est le Parlement européen qui avait voté une résolution suicidaire visant à arrêter immédiatement et totalement toute livraison de gaz, de pétrole, de charbon et d'uranium de la Russie, ce que Mme von der Leyen voulait mettre en œuvre, au point que le patronat allemand est allé à Bruxelles pour lui dire « mais vous voulez qu'on ait un chômage qui soit du volume de celui de 1929 le mois prochain ou pas ?» Bon, donc elle est en train de pousser dans une direction qui, je ne crois pas, est l'accord du Conseil de l'Europe, est relativement dangereuse pour la stabilité, ne serait-ce qu'économique, dans l'Union européenne. On précise quand même que Valneva, il y avait eu un avertissement de résiliation il y a 2 jours. Ouais. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait. Non, mais c'est pas du tout la même chose. Tout à fait fait. Non, c'est pas la même chose. La résiliation il y a 2 jours, c'était sur le contrat. D'accord. C'était sur le contrat. Valneva avait une échéance à respecter pour livrer des vaccins à la Commission européenne. Et l'échéance arrivait. Donc la Commission européenne a activé la résiliation, le début de résiliation du contrat, mais entre-temps, c'est-à-dire... Mais l'Agence européenne du médicament a accepté la soumission du dossier d'autorisation. De pouvoir vendre ces vaccins. Jean-Claude, c'est un hommage, oui, un coup de peine avec le décès hier de Françoise Goudeschi, qui s'est beaucoup battue depuis 1983 pour... Elle avait été victime d'un attentat, de l'attentat au Grand Véfour. Elle a créé SOS Attentat. Absolument. Alors elle a créé SOS Attentat pour venir en aide aux victimes des attentats d'actes de terrorisme, parce que vous savez, très souvent, dans ce type de situation, et avec l'émotion, il y a du soulèvement, chacun compatit, etc. Et très rapidement, les victimes se retrouvent toutes seules. Elles se retrouvent toutes seules parce que très souvent, juridiquement, elles ne correspondent pas à des statuts qui sont prévus. Elles se retrouvent toutes seules économiquement, elles se retrouvent toutes seules psychologiquement. Il y a les victimes qui survivent, il y a les victimes qui décèdent, et puis il y a les entourages. Donc tout ça est difficile, et donc elle s'est beaucoup battue. C'est une femme qui a fait preuve de vraiment tout au long de sa vie d'un courage exceptionnel. Et son combat n'a pas été vain, puisque notamment, je voudrais aussi signaler que par la suite, Jacques Chirac en 2004 ou 2003 a créé le secrétariat d'État aux victimes, dont Nicole Gage
avait la charge et a beaucoup travaillé pour qu'il y ait une reconnaissance juridique du statut de la victime, un accompagnement du pouvoir politique et administratif. Donc c'est vrai que c'est un coup de peine, et puis c'est pour dire que parfois le politique rend hommage à ce travail qui est fait. Absolument. Moi, je voudrais saluer ce choix-là et dire, comme Valérie, vous rappelez souvent que je suis le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Lorsque j'ai créé Ensemble contre la peine de mort en 2000, j'avais rencontré Françoise Rodetsky, et elle me disait que dans son association SOS Attentat, elle demandait à tous ses membres, c'est-à-dire souvent des victimes d'attentats, de ne pas la rejoindre si elles étaient pour la peine de mort. C'est-à-dire, elle disait, je vous propose de me rejoindre si vous êtes contre la peine de mort, parce que la pire des situations d'être victime d'un attentat terroriste, eh bien, elle-même était une grande militante de l'abolition de la peine de mort. Et aux États-Unis, par exemple, où il y a toujours la peine de mort dans certains États, vous avez beaucoup de familles de victimes de criminels, terroristes ou autres, qui sont engagés contre la peine de mort. Contrairement à ce que souvent sur les réseaux sociaux, les gens disent, ils sont pour les exécutions, la revanche, etc. Ce que dit Michel est d'autant plus important qu'au cours de ces derniers mois, j'ai beaucoup entendu, y compris des élus, dire ce que j'appelle une hérésie. L'état de droit, c'est la tarte à la crème. Moi, lorsque j'entends ça, je bondis, parce qu'effectivement, tout d'abord, ce qui fonde notre socle, c'est parce que nous sommes un état de droit, et je sais que nous parlerons de justice tout à l'heure, et c'est parce que nous avons des règles, qui sont prévues, prévisible, que chacun peut s'organiser, et que justement le fort d'une démocratie, c'est de ne pas tomber dans la barbarie. C'est aussi ça le combat contre la peine de mort, c'est de dire attention, tout d'abord la peine de mort n'empêche pas la violence, la récidive n'empêche pas, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, la peine de mort n'empêche pas cette société extrêmement violente. Et ensuite, ne tombons pas dans le piège des barbares qui consistent à avoir le même comportement. Donc c'est vrai que c'est dur lorsqu'on est victime, lorsqu'on est parent de victime, lorsqu'on est... C'est vraiment révoltant, et quand on est parent, mais ne tombons pas là-dedans. Vous faites bien de le rappeler. Un coup de cœur d'une auditrice, mon coup de cœur, c'est le cocorico de la PAF, de la police de l'air et des frontières à Cannes hier pour Tom Cruise. Il y a eu effectivement un survol. Moi j'aurais un coup de gueule pour Tom Cruise, parce qu'on oublie de repréciser qu'il fait partie de l'église en Scientologie. Donc on lui déroule le tapis rouge. C'est un très bon comédien, mais n'oublions pas qu'il fait partie d'une secte qui est l'église de la Scientologie, et je pense qu'il faut le rappeler dès qu'on le peut. Non, vous serez d'accord. Si vous avez raison. Oui, alors il le met moins en avant maintenant, paraît-il, j'ai lu ça quelque part, mais il en fait toujours partie. Et Très honnêtement, moi j'ai jamais vu Top Gun, donc c'était pas mon époque, et je regarderai pas le deuxième, mais parce que en plus, j'avoue que je trouve ça quand même hallucinant. C'est quand même le premier représentant de l'église de Scientologie. Absolument. Vous êtes d'accord? Ah oui, je trouve ça hallucinant, vraiment. Et il fait les meilleurs scores au cinéma. Enfin, on oublie, on occulte tout ça. L'homme et l'artiste. Exactement. Voilà. Il y a John Travolta aussi. Il y a John Travolta aussi, absolument. Oui, qu'on le voit, qu'on voit beaucoup moins. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant, que nous débattions ensuite de cette proposition de geler les loyers, de ce chauffeur de bus tué à Bayonne, et puis de l'exemplarité en politique. À tout de suite. Les débats avec vous. Plusieurs associations demandent au gouvernement un blocage des loyers, les loyers qui ont fortement augmenté puisqu'ils sont indexés sur l'inflation. Alors évidemment, les propriétaires et certains retraités qui ont investi dans les appartements pour avoir un revenu supplémentaire ne sont pas d'accord. En même temps, il est de plus en plus compliqué de se loger. L'association Consommation Logement Cadre de Vie réclame notamment ce gel des loyers. Il faut une réaction le plus vite possible, parce que les hausses risquent d'atteindre 3, 4 et même 5% d'ici la fin de l'année. Qu'en pensez-vous? Mesure populiste, vous me disiez. Je balance allègrement. Non, mais pour moi, c'est populiste en fait. C'est de dire on va baisser les loyers. Et je comprends, j'entends. C'est les premiers touchés. Effectivement, ce sont les populations les plus pauvres qui payent leur loyer très cher. Et donc, on baisse le loyer pour ces populations-là. Mais dans ces cas-là, il faut aller au bout de la mesure. Il faut aller au bout de la chaîne. C'est une chaîne en fait. C'est pas prendre le problème du logement à bras le corps. Si vous faites ça, ça veut dire que demain, il faudra aussi bloquer le prix des matériaux de construction, du PVC, du bois pour les promoteurs. Il faudra bloquer les prix des terrains pour ceux qui vont les acheter. Parce qu'en fait, ça va être une chaîne qui va s'enchaîner
comme le Mochen le dit, et au début, ça sera les plus modestes qui vont payer, et puis après, ça va être un écroulement du marché de l'immobilier. Du marché complet. C'est certain, c'est certain. Enfin, moi, ça me semble logique. Et en fait, là, on nous dit aujourd'hui, c'est les associations qui demandent ça. Bien entendu, que Bercy est à l'écoute. Bien entendu, on est en période de campagne électorale. Mais objectivement, si vous faites ça aujourd'hui, que vous bloquez par rapport à l'inflation, vous allez dans le mur en fait. À court ou moyen terme, vous allez dans le mur. Ouais, mais c'est aussi une forme d'assistanat, encore une fois. Enfin, c'est de comment l'État va gérer le parc privé, si on parle du parc privé, et de bailleurs privés. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est une idée totalement démagogique, effectivement. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est qu'elle est quand même, il faut le dire, dans l'air du temps. Et pourquoi elle est dans l'air du temps ? J'aimerais rapprocher les échos que cette proposition d'une association rencontre des élections législatives, où vous avez une liste d'union à gauche qui porte certainement cette idée aussi. J'étais en train de le vérifier. Oui. Et de toute façon, on n'a toujours pas eu le programme de la NUPS. Donc, mais bon, il faut fort à parier que cette proposition sera dans le programme de la NUPS, mais qui est encore une fois populiste et totalement démagogique. Mais elle est dans l'air du temps, et je pense que elle peut rencontrer beaucoup d'adhésions, notamment dans l'urne des prochaines élections. Michel, est-ce que faire de la politique aujourd'hui, c'est être juste dans l'air du temps ? Moi, je ne partage pas cet avis, et je serais plutôt à dire deux choses. La première, c'est que de quinquennat en quinquennat, on nous dit le problème du logement. Oui. On se souvient de Madame Boutin qui était en charge pour Nicolas Sarkozy du logement. On sait qu'il faudrait 700 000 logements. De quinquennat en quinquennat, on n'y arrive pas. Deux choses. Tout d'abord, ce ne sont pas des politiques qu'on peut faire en 2 ans ou en 3 ans, mais il y a une vaste réflexon sur l'aménagement sur l'aménagement du territoire, parce qu'en réalité, ça coûte très cher dans les grosses villes. Ça peut être ridicule. En région, il y a plus d'offres, etc. Il y a des problèmes de foncier, etc. Donc, il faut déjà, la première chose, une réflexion sur l'ensemble de notre développement économique, aménagement du territoire. Deuxièmement, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout en ce qui concerne la réhabilitation de très nombreux logements qui sont vides, qu'on n'arrive pas à réhabiliter. Là, il y a quelque chose à faire. Et je suis parmi de ceux qui ont proposé qu'il y ait une sorte de contribution fiscale solidaire où les contribuables pourraient directement participer au financement de la réhabilitation du logement en déduction fiscale, de manière à permettre cette réhabilitation de personnes qui, et on en parlait à l'instant avec Alexandre, c'est de dire il y a des personnes qui sont en situation de précarité, ceux-là n'ont pas la possibilité de réhabiliter leur logement, de payer des logements très chers. Donc on voit que c'est là où on doit faire porter l'effort, mais je ne crois pas aux mesurettes et aux pirouettes de ce genre, parce que finalement on continue à pénaliser la classe moyenne, vous savez, celle qui turbine beaucoup. À un moment donné, on appauvrit tout le monde, donc c'est pas la meilleure des solutions. Ouais, ce sont les associations. Xavier nous dit, elle est encore un missile sur la NUPS qui n'empêche pas celle-ci d'arriver en tête au premier tour dans les sondages. Oui, bien sûr. Mais ce sont aussi les associations de locataires qui regardez l'état de notre pays. Oui. Jean-Claude Beaujour a raison. Georges Kuzmanovic. Et même si elle est un peu politicienne, j'en conviens, Michel, cette proposition qui est dans les propositions de la NUPS est fondée pour une partie de nos concitoyens. Il faut regarder, donc il faut trouver une solution globale. Cette mesurette ne suffira pas, et puis elle aura des effets en chaîne qui, s'ils ne sont pas réglés, comme disait, un effondrement du marché immobilier, l'appauvrissement de Alors le problème, justement, c'est que le marché immobilier, il y a une bulle dans le marché immobilier, en particulier à Paris et dans les métropoles. On a des spéculateurs internationaux. Le 6e arrondissement est vide à 55%. Il faut savoir, c'est même pas du Airbnb. Ça a été acheté par des Russes, des Chinois, des Américains à partir de la crise de 2008 pour pure conservation de leurs avoirs. Bon, il n'y a aucune régulation de ce côté-là et ça pose un problème pour Paris, mais aussi pour les métropoles. Mais de toute façon, quelque chose va devoir être fait. Nous avons dans notre pays, là, aujourd'hui, une augmentation en février dernier de 56% sur l'année des factures d'énergie, des particuliers comme des entreprises. Nous arrivons aux 10 millions de pauvres, donc des gens qui sont en dessous de 900 € par mois. Nous avons 5 millions de mal logés. Oui. Avant la crise de la Covid... avant la crise de la guerre en Ukraine, les prévisions pour le tournant de l'hiver prochain, c'est le doublement des factures d'énergie. Vous avez une inflation très forte en Europe. Sur les produits alimentaires, le 10-15%. Le salaire médian est toujours à 1 940 €.
C'est pas tenable. Si là-dessus vous rajoutez 5, 6, 3 même % d'augmentation des loyers pour des gens qui parfois dépensent 60% de leurs revenus, très très loin des 30% sur le logement, c'est pas tenable. Donc, on peut considérer que c'est une mesurette, on peut considérer que c'est global, mais qu'il faut aller au bout de chaîne, mais c'est la solution et elle doit être prise globalement avec des solutions pour les gens les plus en difficulté immédiate, parce que là c'est tout de suite, c'est demain. Bien sûr. Les familles qui vont devoir manger, se loger, se chauffer. Cette année, on était, vous savez quoi, à 12 millions de Français qui ne se sont pas chauffés cet hiver. 12. Donc il y a une solution qui doit être prise, et je pense que la meilleure c'est de penser ça globalement et pas à la va-vite pour les élections. Donc de faire de la politique. Voilà. Donc en fait, donc là de pas faire une proposition, dire que Bercy est à l'écoute de cette proposition parce qu'on est en campagne électorale. Encore, non mais voilà justement. Encore une fois, l'inflation, ça touche tout le monde. Effectivement, ça va toucher prioritairement aujourd'hui les plus pauvres de nos concitoyens, c'est certain. Il faut les aider, continuer à les aider, mais il ne faut pas dire voilà, là il faut baisser les loyers, faire attention à l'inflation que pour les plus pauvres et dire aux entreprises on verra après pour vous. C'est pas vrai, ça sera encore pire en fait. Ce qu'on va faire derrière va être encore pire, vraiment. Parce qu'il y a un problème. Non mais le pouvoir d'achat, il est aussi, ce sont les salaires, ce sont qui ne suffisent plus aujourd'hui pour quand vous gagnez, vous êtes infirmière, par exemple d'une infirmière qui gagne 1700, 1800 euros, qui doit se loger à Paris, et elle part vivre en province où elle abandonne son métier. Même si elle est en province, c'est l'essence. Il y a 2 euros le litre de diesel. Si en plus on fait des sanctions qu'on prévoit faire sur la Russie en arrêtant toutes les livraisons, à partir en vrille. Les moissons ne vont pas pouvoir être faites. Les agriculteurs alertent. C'est pour cela que je redis que la politique, et je comprends bien qu'il y a un scrutin, on est tous, on se focalise, et le propre d'un parti, c'est d'essayer de choper le pouvoir. Maintenant, ne racontons pas non plus à nos concitoyens l'histoire, parce que je vais vous dire, contrairement à ce qu'on nous dit, on nous dit voilà, la République, la NUP est en tête. Je vais vous dire ce qui arrive et pourquoi la parole publique est décrédibilisée. C'est que lorsqu'on a la vue courte et qu'on fait des propositions intenables, vous arrivez au pouvoir et vous êtes en incapacité de pouvoir respecter vos obligations. Et là, vous vous décrédibilisez. Alors, je suis de ceux qui disent... Vous parlez d'Emmanuel Macron ? Non, moi je ne parle de personne, je parle d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle je dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je me refuse à dire que sur des sujets comme cela, en quelques jours, effectivement, il y a des situations d'urgence, c'est comme un grand malade, on commence par le sauver et après on gère la maladie. Mais il faut donc venir en aide à nos concitoyens les plus en demande. En revanche, n'imaginons pas que le problème sera réglé comme ça. Moi, je propose une réflexion beaucoup plus globale sur notre développement économique, le schéma d'aménagement national, et c'est cela qui nous permettra de prendre les bonnes options. Jean-Claude, c'est une très bonne idée, mais c'est pas ça qui va régler les problèmes de court terme. Je pense qu'au niveau je suis d'accord. Mais le rôle des pouvoirs publics, c'est d'essayer de trouver des solutions de court terme. Donc je pense que c'est beaucoup, comme le suggérait Valérie, sur les salaires. Il faut qu'il y ait des très fortes incitations, notamment des déductions de charges et des institutions à l'augmentation des salaires, notamment des professions les plus sensibles. Et je voudrais dire sur le logement que plutôt que de prendre des mesures unilatérales qui en plus sont vraiment très compliquées à mettre en place, il vaut mieux éventuellement que l'État incite les propriétaires à geler les loyers en échange d'exonération fiscale, d'incitation fiscale. Là, il y a des leviers d'action qui sont plus libérales. Moi, j'assume pleinement d'être libéral, mais là, il y a des possibilités fiscales de court terme qui pourraient... Dussopt, qui a été, paraît-il, d'après beaucoup, un très bon ministre du budget, il doit pouvoir, s'il reste ministre, sortir des propositions qui pourraient être appliquées dans les semaines qui viennent, au-delà d'un chèque alimentaire, voilà. Mais il faut s'adresser aux propriétaires en disant, on ne va pas vous obliger à geler les loyers, mais on vous y incite très fortement parce que vous allez y trouver tel avantage fiscal. Mais ça peut se faire à court terme. Alors, quelques réactions. Lucien nous dit, vous croyez que les classes ouvrières et moyennes ne sont pas en souffrance? J'ai la chance d'être propriétaire. On a 2500 € dans le foyer. Avec les augmentations de gaz, électricité, alimentation, vous allez voir, avec la taxe foncière, on ne pourra même pas garder la maison à notre retraite. Et je suis dans le Gard, Sévenol. Chris nous dit, vous trouvez normal que dans le sud-ouest, les Landes et Pays Basques, que les jeunes ne puissent plus se loger? Oui, j'étais dans le Pays Basque le week-end dernier, j'ai vu les prix, c'est absolument effarant. On a Alain qui nous dit, taxer à 300% du montant des impôts fonciers standards les logements inoccupés moins de 5 semaines par an. Ça répond à ce que vous disiez, Georges Kuzmanovic, et non loué depuis plus de 6 mois. Effectivement, voilà, il y a pas mal de spéculations, effectivement, qui empêchent aujourd'hui, dans certaines régions, de se puis loger. On a des lois de réquisition.
Oui. Et puis il y a des bureaux à transformer. Il y a plein de choses à faire sur les logements, des bureaux à transformer en habitation. C'est considérable à Paris, en tout cas, je peux vous le dire. La surface qu'on peut utiliser pour transformer en habitation est considérable. Prenons les choses à bras le corps complètement. C'est un vrai sujet, le logement. C'est pas simplement à court terme, on va indexer. Ce qui est important aussi, je dis pas. Allez. Mais là, c'est trop à court terme, en tout cas, selon moi. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. La requalification du meurtre de la scène. Si je dis ça, ça veut dire que j'estime qu'il a été assassiné volontairement, en tout cas de ce chauffeur de bus tué à Bayonne. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Je voudrais qu'on parle donc de ce chauffeur de bus tué à Bayonne. C'était en 2020. Philippe Monguillot a été victime d'une agression, roué de coups, grièvement blessé à la tête alors qu'il voulait contrôler une personne sans ticket, le ticket d'une personne. Il a exigé aussi le port du masque pour 3 autres passagers. C'est bien de rappeler quand même les faits. Il a été laissé en état de mort cérébrale. Il est mort 5 jours après 5 jours de coma. Sa famille, vous avez peut-être pu voir sa femme l'entendre ce matin sur Sud Radio, évidemment vit dans le drame, survit, comme l'a dit sa femme depuis ce qui s'est passé. Et hier, donc la décision a été prise de requalifier, le juge d'instruction a qualifié d'intention d'homicide et non pas d'homicide involontaire, et non pas d'homicide volontaire, et que l'intention homicide n'était pas caractérisée. Évidemment, beaucoup d'émotions. Peut-être qu'on peut réécouter ce matin c'est la femme donc de Monsieur Monguillot. Je ne sais pas comment me dire. J'ai eu confiance à la justice au départ. J'ai voulu faire confiance à la justice dès le départ. Bien évidemment, je l'ai souvent dit. Aujourd'hui, c'est un coup de tonnerre, c'est une gifle. Une gifle à mes 3 filles, à moi-même. Alors je ne sais pas quoi penser. Aujourd'hui, je suis perdue. Je me dis, mais pourquoi j'ose encore faire confiance à la justice? Je m'accroche, je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout. Et je veux faire croire à la justice et je veux qu'elle nous regarde et qu'elle regarde bien ce dossier d'instruction et prouve tout. Alors c'est évidemment très compliqué. Nous ne sommes pas à la place du juge d'instruction. Je rappelle les faits de juillet 2020. On est en 2022. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas eu intention que la mort et qu'il était mort pour des raisons indépendantes de leur volonté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a de l'émotion, évidemment, qu'on est tenté d'être du côté des victimes. Maintenant, un juge d'instruction a une très lourde responsabilité sur un cas comme celui-là. Et le parquet a fait appel. C'est pas simplement être dans l'émotion. Je vous dirais que, tout d'abord, moi, je voudrais m'adresser à cette veuve pour lui dire qu'elle a... Que je lui demande de faire confiance, parce que j'espère bien que devant la chambre de l'instruction, donc l'appel de la décision, qu'elle aura gain de cause pour elle, ses 3 filles, et pour la mémoire de son mari, parce que c'est vrai que lorsqu'on part conduire son bus, sauf à avoir un accident de voiture, on n'imagine pas d'être assassiné, d'être tué dans ces conditions-là. Alors, moi, je ne suis pas dans le dossier, et la notion d'intention est une notion très subjective qui est aussi fonction des éléments que l'on a. Mais il y a une dimension subjective. Il y a une dimension subjective dans la notion d'intention. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est un faisceau d'indices. Vous savez, c'est vraiment du factuel. Quand vous avez un dossier, c'est toute la différence entre faire du droit de manière théorique et puis travailler un dossier. Vous regardez les pièces, vous regardez les témoignages, vous regardez les rapports scientifiques, vous essayez de faire des liens. Et puis après, c'est quelque chose, parce que l'intention, est-ce qu'effectivement, lorsque vous entrez, qu'on vous demande de présenter tel ou tel document dans un bus et que vous avez une altercation, je ne peux pas dire que vous avez l'intention de donner la mort. Cela étant, le vrai sujet, c'est est-ce qu'en ayant un certain comportement, est-ce qu'en tabassant quelqu'un qui est déjà par terre, en revenant, est-ce qu'à ce moment-là, inconsciemment, il n'y a pas quelque chose qui vous dit, mais attention, là, il risque quelque chose. Un homme est à terre, un homme ça se voit physiquement. En plus, ils sont plusieurs contre un. Je veux dire, j'ai du mal à croire, parce que finalement, la notion d'intention dans ces cas-là, la charge de la preuve doit être, j'ai presque envie de dire, inversée, parce que c'est trop facile de dire, j'avais pas l'intention de le tuer. Moi aussi, si je me mets à vous tabasser, pardonnez-moi Valérie, je peux dire, non, j'avais pas
l'intention, mais sauf qu'on a appris depuis petit que lorsqu'on porte des coups, on porte des coups à la terre, à la tête, il y a des conséquences. Et moi, je suis désolé, juste un dernier mot, parce que c'est un peu trop facile, il faut aussi penser, non pas à la victime pour faire du populisme, mais à un moment donné, si nous voulons que notre état de droit soit un véritable état de droit, il faut que chaque justiciable sache et qu'il se dise, si je fais telle chose, je risque telle conséquence. Moi, je suis surpris parce que je vois dans un certain nombre de pays, alors certes, on va me dire, vous savez, les droits de l'homme, etc., sont très discutables. Mais il y a dans des pays où la sécurité au quotidien des concitoyens est quand même plus respectée. Je vois qu'au Japon, je suis désolé, eh bien, les incidents de ce type sont, je n'ai pas les chiffres exacts, mais sont franchement moindres. Il n'y a pas Après, c'est souvent difficile de comparer des cultures. Oui, non, mais alors chaque fois, on va me dire c'est difficile. Non, mais attendez, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait en temps normal? On regarde là où ça marche. Moi, je vois pas pourquoi on regarde bien en économie, on regarde en matière sociale. Je suis désolé. Dans ces pays, il y a, c'est vrai, un rapport à l'ordre et à l'autorité. Eh bien, peut-être qu'il faut qu'on regarde la manière dont ça se passe. Vous vivez en plus grande quiétude au Japon sur ce plan-là qu'ici. Moi, je suis désolé. Michel Taube. Moi, je connais pas du tout le dossier, donc j'y mettrai les réserves d'usage, mais je suis très troublé par cette décision. D'abord, la première chose, c'est que je trouve que la justice est d'une lenteur. Et c'est incroyable, c'est scandaleux, c'est dramatique. Vous imaginez pour la famille, 2 ans, mais c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de procès avant 3 ans, le temps qu'il va y avoir des batailles entre parquets, avocats et tout, mais ensuite il y aura appel, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de jugement définitif avant des années. C'est dramatique. Michel, vous avez raison sur la lenteur. Moi, je suis aux premières audiences pénales. Si vous vous souvenez du crash, le Panama Fort-de-France, qui a fait 150 victimes françaises d'origine martiniquaise en 2005. Eh bien, nous en sommes aux premières audiences. Vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que il y a des décisions de justice. Alors là, c'est une décision interne au procès judiciaire. Enfin, c'est une décision qui a été rendue publique de requalifier l'homicide commis, qui en fait participe de la banalisation de la violence. Parce qu'en fait, lorsque un juge décide de requalifier 2 ans après, il lui a fallu 2 ans. Donc, pour se rendre compte que l'homicide était non intentionnel. Ça renvoie un message à la société et à ceux qui sont du côté, parce qu'il y en a, de ceux qui ont tué cette personne, de banalisation de la violence. Alors que le rôle de la justice pénale, elle est d'être remplir une fonction préventive et de dissuasion. Alors, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Oui, mais le message, il est terrible. Le message est terrible. Et la troisième chose que je voudrais dire, qui est certainement, d'un point de vue juridique, discutable, mais qui, d'un point de vue, à mon avis, politique, très important, c'est que j'espère que les juges, lorsqu'ils font leur travail, pensent aux troubles à l'ordre public, et ça, c'est un concept juridique, troubles à l'ordre public, que les décisions qu'ils prennent entraînent dans la société. C'est-à-dire qu'ils ont 2 choses à prendre en compte. Les cas d'espèce, la situation dans laquelle ils sont, mais aussi les troubles à l'ordre public que peuvent occasionner les décisions qu'ils prennent. Et là, je renvoie à ce qui s'est passé au Pont-Neuf, où vous avez 2 policiers qui ont été donc inculpés pour homicide volontaire. Peut-être que ils ont été trop loin. Évidemment, il y a eu 2 morts, c'est dramatique. Mais le trouble à l'ordre public, on pourrait parler de Sarah Halimi, il y a plein d'affaires comme ça. Le trouble à l'ordre public entraîné par des décisions de juges, il est considérable et je pense qu'ils doivent aussi en tenir compte. Oui, Georges. Alors moi, je vais l'aborder de point de vue politique. Ce qui se passe, je crois que ça va être cette affaire de l'assassinat, du meurtre de M. Monguillot, va être un séisme profond national. Je pense que ça va faire partie de ces affaires qui sont la goutte qui fait déborder le vase. C'est très clairement exprimé, évidemment, par son épouse. C'est une violence supplémentaire qu'il aurait faite, en plus de la perte de leur mari et de leur père. Mais c'est perçu, et ça se voit hier sur les réseaux sociaux, comme un déni de justice. Alors effectivement, on a un problème dans notre justice en termes de moyens.
Il y a 2 fois plus de magistrats en Allemagne, 2 fois plus de magistrats en Grande-Bretagne. Non, mais c'est pour l'accélération des procédures. Il n'y a pas assez de greffiers, enfin, un manque de moyens, ça ralentit considérablement les procédures. Mais là, on a une logique d'impunité qui est beaucoup trop. Pas impunité. Enfin, il va être jugé. Oui, il risque. Il évite les assises. Concrètement, il évite les assises. Pour le moment. Oui, pour le moment. S'il y a réqualification, ça évite les assises. Donc un jury populaire, et c'est maximum 20 ans. Je rappelle, dans un cas qui est dramatique et toujours incompris par beaucoup de Français, dans le cas de l'assassinat et la torture pendant des semaines de Ilham Halimi à Bagneux et Résidence des Barbares, tout le monde, c'était en 2006. Tout le monde est sorti depuis longtemps déjà. Tout le monde est sorti. Il y a ce sentiment de beaucoup de Français qu'il y a une forme d'impunité à la violence, et nous, en tant que politique, à République souveraine, par notre responsable des affaires de la justice, qui est lui-même avocat, Damien Durez, nous proposons une réforme de la justice où, enfin, soient plus durement punis les crimes sur les personnes que sur les biens. Parce que pour le moment, ça nous vient de la Révolution française, il y a une sorte d'égalité entre les deux, alors que, bien évidemment, même si tous les crimes doivent être punis, c'est quand même beaucoup plus terrible d'être tabassé, violé, assassiné, que de perdre de l'argent ou un scooter. Aussi les incivilités. Et les incivilités. Et là, ça va être... J'espère qu'ils vont revenir sur leur décision, car ça sera très 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 mal pris par le peuple. Oui. Et elle a raison. Quand vous écoutez cette femme, forcément, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est une deuxième petite mort, vraiment, que de voir que la justice de son pays ne traite pas de la meilleure des manières et sur les justes faits de ce qui s'est passé, le procès. Maintenant, il y a eu appel. J'ose espérer, comme tout le monde ici, qu'ils reviennent sur cette décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la lenteur de la justice. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est lent, que la justice française est long. Maintenant, si on va trop vite, on dira qu'on va trop vite aussi. Faut faire attention. On peut trouver un juste milieu. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps d'enquête. Ça prend du temps. On parle de vie humaine. On parle de toutes ces choses-là. Premier point. Deuxième point, sur la question des moyens. Oui, effectivement, la justice française est en retard par rapport aux autres pays. Mais pour prendre ce qui s'est passé depuis 2 ans, le budget de la justice, il a augmenté considérablement. Alexandre, vous avez compris. C'est ce que j'allais dire. Il y a des rapides qui vont arriver, qui viennent aider. Absolument. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a des mesures qui ont été prises, et il faut saluer celles qui ont été prises. Recrutement massif de magistrats, recrutement massif de fonctionnaires. Sauf qu'il faut bien comprendre, et pour que nos auditeurs puissent comprendre, c'est qu'entre le moment où la décision est prise et le moment où sur le terrain ça se voit, parce que vous savez, recruter un magistrat, c'est le recruter, le former, qu'il entre dans les dossiers, qu'il traite les dossiers. Donc, au moment où le flot de dossiers va commencer à descendre, effectivement, on va continuer à voir que tout va beaucoup plus vite, eh bien, ce sera, en gros, je vous donne le chiffre, c'est 7 ans. Vous voyez, c'est là où je suis honnête avec nos concitoyens, parce qu'on ne va pas leur dire... Parce que sinon, dans 3 mois, vous allez nous réinviter sur une autre incivilité, un autre drame, et j'espère que non d'ailleurs. Mais il ne faut pas qu'on s'attende à des choses. Je vais aller plus loin, même sur la justice en tant que telle depuis 2 ans. Il faut rendre ça à justice, ce qu'elle de dire au ministre Éric Dupond-Moretti, c'est que on a recruté ce qu'on appelle les sucres rapides. Quand vous lisez ça dans la presse, c'est très clair. C'est des gens qui vont aider à simplifier les dossiers. Alors c'est pas des magistrats, parce qu'il faut les former, les magistrats. Donc on essaie d'apporter un peu plus de rapidité. Mais c'est compliqué, parce que la justice française, effectivement, quand vous regardez les quinquennats Sarkozy, les quinquennats Hollande, on a supprimé des magistrats. Il y a une loi qui oblige au bout de 2 ans à ce que les enquêtes qui sont initiées en 2 ans, il doit y avoir un premier résultat, à défaut de quoi, à défaut de quoi, l'enquête est close, ou il y a une demande de prolongement d'1 an. Je peux vous dire que je l'ai utilisée déjà, cette loi. Donc les choses vont en s'améliorant. J'ajoute qu'il y a une deuxième chose, c'est vraiment, et Michel l'a dit tout à l'heure, ce sont les incivilités. Je pense que le problème des incivilités donne aussi à la fois une perception, cette fragilité. Sauf que ça fait des années, des mois qu'on en parle. Vous prenez ce qui s'est passé pour le fils de Yannick Aleno. Ça, c'est pas une incivilité, non, mais c'est un multirécidiviste, donc ça rentre dans ce spectre. Valérie, moi je vais vous dire, c'est au quotidien, parce que je vis comme n'importe quel Français au quotidien, quand vous vous faites renverser par une moto, ce qui m'est arrivé sur un trottoir,
Et vous voyez les motos passent le plus naturellement du monde sur les trottoirs. Ça ne gêne personne. Mais on attend quoi? On attend un drame pour pouvoir dire, ah ben non, c'est pas une moto, elle doit être sur la rue. Vous voyez, c'est au quotidien. Donc oui, tout ça, c'est au quotidien. Juste une remarque quand même. Je rappelle, M. Darmon, que la justice a été extrêmement rapide avec les Gilets jaunes, qui fut un mouvement d'une popularité massive au début, avec 85%, 12 000 arrestations. Avant d'avoir commis un crime, 3 000 comparutions immédiates entraînant une condamnation, 1000 emprisonnements. Avec des gens qui n'ont aucun casier judiciaire, qui n'étaient ni avec Mélenchon, ni avec Marine Le Pen, ni avec Poutine. Et là, c'est très rapide. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que sur des incivilités, et bien évidemment sur des crimes comme celui de M. Monguillot ou ce jeune homme que vous venez de citer, il n'y ait pas de comparution immédiate et que la justice ne fera pas d'une manière exemplaire pour dire à un moment donné, stop. Et je pense que la nécessité, ce sera qu'un pouvoir politique dise, là, pendant un an, il faut donner l'exemple et frapper fort. La première visite de Mme Borne ce matin, c'est au Mureau. Alors, je ne sais pas si c'est un signe, ce qu'elle a voulu montrer par là. On va parler politique dans un instant. On est obligé de marquer une pause. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous, je voudrais qu'on parle quand même politique et puis tous ceux qui aspirent à devenir députés et qui se retrouvent aujourd'hui sous le projecteur, sous l'œil des médias en particulier, parce qu'ils ont été condamnés. Ça a été le cas de Jérôme Perra, condamné pour violence volontaire sur son ex-compagne qui avait été investie. Alors c'est hier Guérini qui l'a plus ou moins tué, qui lui a donné le baiser de la mort en disant, on en a parlé ici, en disant c'est un honnête homme, je ne pense pas qu'il puisse être capable de violence conjugale. L'affaire, encore une fois, est certainement beaucoup plus compliquée. Je l'ai entendu sur une autre antenne, Jérôme Perra, parce que sa femme elle-même a été condamnée à ne pas l'approcher. Elle a été condamnée également à une amende. Donc c'est une histoire certes compliquée. Maintenant, le message que ça envoie, et quand on voit aussi NUPS qui investit Farid Achik, qui est une femme qui avait jeté des pavés et insulté les forces de l'ordre, qui est suppléante de Mathilde Panot. Bref, la liste est assez longue de tous ces aspirants députés qui ne sont pas exemplaires. Deux observations. La première, la bévue, l'erreur de M. Guérini nous montre bien à quel point on décommande de commenter des décisions de justice lorsqu'on ne connaît pas les dossiers, parce qu'on se laisse à dire des choses qui peuvent... Il a dit qu'il connaissait très bien le dossier. Justement, c'est bien pour ça qu'il a dit ça. Il le connaît. Attendez. C'est bien. Non, mais c'est bien ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle on voit bien ce qui lui est arrivé. A fortiori, lorsqu'on n'a pas accès au dossier, il vaut mieux éviter de trop commenter pour ne pas céder la place à trop d'émotions. Sur le fond de votre question, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nos concitoyens demandent de l'exemplarité. Mais pour éviter de faire du cas par cas, moi ce que je souhaite, c'est que la règle soit claire, parce qu'au demeurant, je ne connais pas M. Perra, vous me dites qu'il y a une condamnation, je ne sais rien de ce sujet, il a payé sa peine, sauf qu'il n'y a pas de peine d'inéligibilité d'après ce que je comprends. Donc il peut donc il peut juridiquement. Si moralement nous estimons, je dis collectivement, si la société estime que désormais pour les emplois publics, il faudra tel ou tel critère. Eh bien, moi, je suis pour le fait qu'il faut qu'on le dise, il faut que ce soit clair et que ça ne se joue pas à la tête du client ou en fonction de l'événement qu'on estime plus ou moins tolérable, plus ou moins inacceptable. Voilà. C'est juste pour qu'il y ait une règle claire, parce que je me méfie de la démocratie à la tête ou les circonstances, parce que chacun y va de sa règle. Non, mais à partir du moment où vous n'êtes pas condamné pour inéligibilité, pourquoi vous n'avez pas le droit de vous présenter? Mais c'est ce que je vous dis. Donc voilà, moi après c'est la responsabilité des partis, des uns et des autres, et puis c'est les électeurs qui choisissent au final. Moi, honnêtement, je vous dis, il y a une petite musique là qui commence à arriver depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais, justement, voilà, en disant il faudrait avoir un casier vierge pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Moi, j'y suis complètement opposé. Complètement opposé. Quand on nous dit qu'il faut donner des deuxièmes chances dans la société, je suis pour la deuxième chance. Je suis pour dire on peut s'en sortir, machin. Après, est-ce que la politique, c'est pas différent? Aujourd'hui, c'est la vie, la politique, vous savez, c'est l'expérience. Je dis pas que ce monsieur Perra avait le droit de se présenter. Moi,
personnellement, à titre personnel, si vous me demandez mon avis, je trouve ça normal qu'il se soit retiré. Comme Tahabouaf la semaine dernière, qui s'est retiré, c'est complètement normal. Maintenant, vous n'allez pas dire à des gens, à des hommes ou des femmes. Une règle. Là où Alex a raison, c'est que juste un point de droit, c'est que si vous dites il faut un casier judiciaire vierge, vous pourrez tuer des tas de concurrents politiques. Ça peut être une arme antidémocratique. On peut tout faire et s'arranger pour que quelqu'un soit condamné. Donc il faut faire attention. Oui, je suis d'accord. Juste brièvement. En dehors de ces violences faites aux femmes ou des violences diverses et variées que peuvent avoir commis certains candidats avant, M. Macron souhaitait une république irréprochable. Il a le record absolu de ministres et de députés qui sont dans des affaires plus que louches. Et c'est bien un problème. Et je pense que les citoyens on en marre. Et qu'à un moment, il faudra dans ce domaine, une opération main propre. Alors écoutez ce que disait, je vous donne la parole, Michel Taube, ce que disait Julien Bayou ce matin. Vous savez, c'est pas fini, parce que Sira Silla, députée qui est pas forcément très connue, a déjà été condamnée, elle, pour harcèlement moral, et pourtant elle est réinvestie. Vous avez Thierry Solaire, il est 12 fois présumé innocent. 12 fois pour différentes affaires et abus de biens publics. Est-ce que vous croyez donc il devrait être écarté? Il devrait être écarté. À un moment, Emmanuel Macron parlait de république exemplaire. Est-ce que vous envoyez quelqu'un qui est 12 fois mis en examen à l'Assemblée? Est-ce que vous pensez que c'est cette personne qui mettra en place le casier vierge pour pouvoir se présenter à une élection? Moi, j'ai présenté ma candidature au lit. Oui, il a pas été condamné. Donc si on se met à puis lui, franchement, moi, il y a un mot que j'aimerais rappeler. Enfin, 3 mots. Présomption d'innocence, quoi. C'est quand même un principe très très important. Oui, sur ce cas-là, mais sur tous les cas. Quand vous avez été condamné, il n'y a pas d'innocence. Mais bien sûr. Mais combien ont été condamnés parmi tous ceux qu'on accuse d'avoir commis tel délit, tel crime, etc. C'est-à-dire que la marge est quand même extrêmement. Enfin, le fossé est gigantesque. Donc je pense qu'effectivement. Mais par exemple, M. Ferrand, il n'a pas été condamné. Tu sais bien que son affaire a été dépaysée. Il est innocent. Donc il est innocent. Oui, mais c'est innocent parce que. Et après, le deuxième point. Donc pour moi, il y a deux clés. Il y a la présomption d'innocence. Et deuxièmement, il y a la déontologie collective. En fait, vu qu'on est dans un monde très public, beaucoup plus public qu'avant et beaucoup plus transparent, c'est tout simplement pas de l'intérêt d'un parti politique d'investir des personnes qui ont une mauvaise réputation. Donc c'est à chacun de trouver son intérêt. C'est peut-être parce que les temps ont changé que ça va peut-être changer. Les temps ont changé, et donc c'est pas la peine de se transformer en chevalier blanc. Et j'aimerais juste dire sur Julien Bayou, il s'est fait quand même connaître avant tout lui pendant plusieurs années sur une association qui menait des actions totalement illégales, qui était le collectif Jeudi Noir, on revient au débat sur le blocage des loyers. Eux, c'était pas le blocage des loyers, c'était l'occupation illégale d'immeubles et d'appartements, quand bien même la motivation initiale était bonne, mais ils ont certainement eu des condamnations, j'imagine, sur des faits d'illégalité. Et alors, est-ce que pour autant, il n'a pas le droit d'entrer en politique? En 15 secondes, je peux juste dire qu'en fait, nous posons un sujet qui va au-delà des hommes politiques. En réalité, notre société demande une meilleure gouvernance, demande plus de transparence, et on voit bien qu'y compris dans le milieu économique, souvenez-vous qu'il y a le patron d'Orange qui a été condamné, souvenez-vous, maintenant on voit beaucoup de condamnations pour harcèlement moral, etc., etc. Donc on voit bien que nos concitoyens demandent plus de gouvernance, plus de responsabilité de la part de ceux qui exercent des fonctions de commandement, et il faut une réflexion plus globale et fixer des règles claires. Une question peut-être à laquelle Alex pourrait nous répondre. Que dit la loi pour la limite du temps à constituer un gouvernement? Est-ce qu'il y a une limite de temps? Il n'y a pas de loi en fait. Donc il peut mettre 3 semaines à composer le gouvernement. Il y aura normalement un discours aussi de politique générale, mais il n'y a pas de loi pour dire le gouvernement. Bon, vous avez bien répondu. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Merci.